Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du fondateur de Solana qui fait une déclaration sur Ethereum que je trouve assez hallucinante. On va aussi parler de la faille de sécurité qui a fait paniquer tout le monde. On a du nouveau, on sait enfin ce que c'est que cette faille. Je vais vous parler aussi d'intelligence artificielle, de décentralisation, de NFT et de plein d'autres points. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. C'est la catastrophe aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. On est juste en rouge, mais c'est léger. Légèrement rouge, on a une baisse de moins 0,6%, 43 900 pour un BTC, Ethereum 2350, Solana, une chute quand même significative, moins 5,75%, mais globalement, le marché tient toujours. Et je voulais faire un zoom, enfin plutôt on va dézoomer sur les trends Google. Honnêtement, j'aime beaucoup cette analyse en fait qui permet de voir à quel point les gens sont en train de chercher des choses autour de la crypto-monnaie sur Google. On peut voir, là on est en France, mais on peut faire aussi sur l'aspect mondial pour analyser en fait quel est l'état des recherches Google sur les cryptos. On peut faire ça sur plein de mots-clés différents. Et en fait, on se rend compte qu'on est vraiment encore assez bas. Regardez, on est par rapport au plus haut, disons si le plus haut c'est 100, on est à 30% des recherches. Le plus haut a été atteint en mai 2021, donc quand il y a eu, des plus hauts historiques pour le Bitcoin. Et là, on est encore assez bas. C'est pour dire que je pense qu'il y a encore une marge de croissance assez importante sur les cryptos, sur les plus hauts historiques. Bref, je pense que on est au tout début, ça fait que commencer, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de crash bientôt, j'en sais rien, mais sur le long terme, pour moi, c'est assez bien de noter qu'on arrive à avoir des niveaux assez intéressants autour des crypto-monnaies avec des recherches Google qui sont quand même à peine en train de monter. Ensuite, je vous ai dit une déclaration du fondateur de Solana, ça nous vient, son petit nom c'est Toli, c'est Anatoly Kovenko, je sais plus exactement. Bref, fondateur de Solana qui vient de faire un tweet que je trouvais vraiment, qui m'a choqué, honnêtement. Il dit Solana n'est pas encore mieux qu'Ethereum. Donc il a pas dit Ethereum est mieux que Solana, mais ça revient au même. Solana n'est pas encore mieux qu'Ethereum. Pourquoi? Il a listé un certain nombre de points et les 3 premiers c'est la stabilité. Donc en fait il faut que le réseau Solana soit encore plus stable. Ethereum n'a pas eu de problème de stabilité du réseau depuis extrêmement longtemps. Solana, il y a un an encore, on parlait encore de beaucoup de problèmes via Solana. Il parle aussi des points 4 et 5, c'est la gestion des frais. Les frais de gaz sur Solana qui sont encore problématiques. Il y a deux types de frais différents qui posent problème. Les base fees et les storage fees qui sont pas encore bons. Il dit aussi que l'infrastructure pour les développeurs n'est pas aussi bonne que sur Ethereum, et surtout sur Ethereum, il y a un outil qui s'appelle Foundry qui est extrêmement utilisé par les développeurs sur Ethereum et qui est hyper pratique, c'est très très bien fait. Sur Solana, il n'y a pas encore cette facilité d'utilisation d'un point de vue outillage. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres points techniques liés à l'ABI, bref, ça c'est pour les smart contracts encore une fois. Le 8e point est assez intéressant parce qu'il n'y a pas encore sur Solana plus d'un seul client, c'est-à-dire plus d'un seul logiciel disponible qui fait tourner Solana sur le réseau, par les divers validateurs. Pour l'instant, il y a, on va dire, un seul client qui est utilisé, c'est celui développé par la Solana Foundation. Bref, c'est une seule entité qui gère le développement, on va dire, d'un seul client logiciel, même s'il y a plusieurs contributeurs, mais disons qu'il n'y a pas de diversité au niveau des clients. Et c'est très important de la diversité au niveau des clients pour pouvoir en fait assurer une stabilité du réseau quand il y a un bug dans une des implémentations logicielles. Il faut qu'il y en ait plusieurs. Alors là, ça arrive, hein. Il y a Firecracker, le nouveau Firedancer, le nom d'un autre client qui est développé par Jump. Donc ça arrive, mais pour l'instant, il n'est pas encore arrivé et il a encore incité à la fin stabilité, stabilité, stabilité. Donc je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est rare de voir un fondateur d'une crypto qui admet qu'il est moins bon qu'une autre crypto et qui liste les points qu'il faut développer pour dépasser cette crypto. Donc c'est très intéressant, je pense, de la part de Toli de dire tout ça. On va voir maintenant est-ce que Solana va aller jusqu'au bout, va aller jusqu'à déployer tout ça, jusqu'à s'améliorer et en faire un concurrent vraiment sérieux à Ethereum. Donc c'est un peu une roadmap pour Solana. Après on sait qu'Ethereum a aussi sa propre roadmap. Honnêtement, pour moi, c'est deux visions qui sont assez différentes, Ethereum et Solana, qui veulent au final avoir la même chose, une sorte de plateforme globale pour héberger des applications, etc. Mais ils y vont par deux approches complètement différentes. Et d'ailleurs, Solana, il y a eu un regain d'intérêt autour des NFT sur Solana. Là, je suis sur CryptoSlams, on peut éliminer la partie Bitcoin qui est à la première place, mais c'est pas réellement des NFT, c'est plus les tokens BRC20, donc c'est plus des jetons, c'est plus des meme coins. Pour moi, ça compte pas vraiment dans les NFT, je mettrais ça autre part.
Mais donc à la première place, on a Ethereum avec le volume de vente global de 100 millions de dollars sur une semaine. Et à la deuxième place, on a Solana avec 63 millions de dollars. Après, Polygon, loin derrière, à 15 millions, etc. Donc on voit que Solana, ça reste assez développé. Sur Ethereum, il y a eu un regain d'intérêt dernièrement avec pas mal de collections NFT. Et globalement, sur Solana, je trouve qu'il y a un bon momentum. On parle de beaucoup de choses positives autour de Solana dernièrement. On parle notamment il y a eu des airdrops, il y a eu plein d'airdrops très intéressantes. Il y a eu les NFT. Il y a pas mal de choses qui sont en train de... Le cours, tout simplement, de Solana a pas mal augmenté. Donc il y a pas mal de choses qui sont bien autour de Solana. Après, on va dire la déprime suite à l'affaire SBF, etc. Depuis, Solana, vraiment, est en train de revenir. Je voulais vous reparler de Yuzu, l'application crypto française et partenaire de la chaîne. Cette fois, j'ai un giveaway pour vous, 100 € en pépites crypto pour une personne. Les conditions, c'est s'inscrire à la plateforme et acheter pour 100 € ou plus d'une seule crypto donnée. Et en plus, Yuzu vous offre une garantie sur votre premier achat crypto de 100 € pendant 30 jours. Donc ça signifie qu'au bout de 30 jours, si vous êtes en perte sur vos 100 €, et ben Yuzu vous rembourse. Pour que je sélectionne le gagnant de ces 100 €, il faut bien sûr s'inscrire avec mon code CryptoFlash100. Et écrivez-moi en commentaire de cette vidéo une petite crypto achetée, je ferai alors le tirage au sort dans les prochains jours. Pour ceux qui ne connaissent pas Yuzu, c'est une application qui permet d'acheter très facilement des cryptos avec tout un système de notation sur plein de cryptos qu'ils jugent à fort potentiel. Et en plus, le dépôt par carte bancaire est gratuit et ça c'est plutôt rare. Ils ont notamment certaines cryptos telles que Bitensor, Metis et Rio qui sont disponibles à l'achat via des euros, et c'est pas toujours facile pour les débutants d'acheter ce type de crypto parce qu'en général il faut passer par l'Ether ou par une autre blockchain. La Yuzu s'occupe de faire la conversion intermédiaire pour l'utilisateur. On peut voir ensemble sur l'application comment ça marche la partie rating. Il y a la catégorie Pépite Yuzu avec plein de cryptos qu'ils ont sélectionnés. Vous pouvez ensuite cliquer sur la crypto et voir le potentiel. Ils jugent en fait selon un certain nombre de critères. Ils ont aussi un score global, le risque associé. Il y a plein de choses, mais ça je vous en avais parlé la dernière fois. Regardez, il y a Bitensor, je sais qu'il y a beaucoup de personnes intéressées par Bitensor. Mais je voulais faire un zoom sur la fonctionnalité rendement de l'application. Ce module rendement offre en fait du rendement sur plein de cryptos, y compris certaines qui sont généralement pas disponibles en staking sur des exchanges centralisés, tels que Injective ou Celestia. Surtout, ils gèrent eux-mêmes toute la liquidité. Il n'y a pas de période de blocage de vos cryptos comme on peut le voir dans le staking classique. Alors oui, bien sûr, ils prennent une commission, mais c'est le prix à payer pour cette liquidité et cette simplicité d'utilisation de l'application. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire avec du coup mon code promo, le giveaway, je vous mets tout ça dans la description. Et passons à la suite. On va parler maintenant de la faille de sécurité qui a fait paniquer pas mal de monde ces derniers temps. On savait pas ce que c'était, ça venait de Third Web. On savait que c'était en lien avec une librairie open source liée à OpenZeppelin. C'est quelque chose qui est utilisé dans pas mal de projets NFT et même des projets qui ne sont pas NFT. Finalement, on a les détails et pour que le projet soit vulnérable, il fallait une intégration, on va dire, de deux choses différentes qui n'étaient pas largement utilisées non plus. Il fallait avoir de l'ERC 2771 et du multicall, c'est des choses très techniques, mais pour disons que c'est que les développeurs des projets qui peuvent vraiment savoir est-ce qu'ils sont vulnérables ou pas, et s'ils sont vulnérables, ils ont dû déjà prendre en compte un certain nombre de mesures pour migrer les collections NFT. Bref, honnêtement, au final, c'est moins pire que prévu. C'est pas la catastrophe, c'est pas ça qui va faire chuter tout le système. Ça concerne pas que Ethereum, ça concerne toutes les blockchains EVM qui utilisent ce type de choses. A priori aussi, c'est pas lié directement au smart contract d'OpenZeppelin, mais à la manière dont tout ça est implémenté. Bref, je pense que finalement, on devrait plutôt bien s'en sortir. N'oubliez pas de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Comment générer le meilleur rendement possible avec vos cryptos ». On va découvrir plein de choses, la finance décentralisée, quels sont les risques à éviter, des stratégies. C'est le 21 décembre, le lien est dans la description. Ensuite, une news autour du Salvador et du fait que au Salvador, moins de 2% de la population possède la crypto. Et je suis très surpris de tout ça. On entend beaucoup parler du Salvador, de l'adoption des cryptos Salvador, du paiement en crypto Salvador, du paiement en Bitcoin, pardon. Quand on parle de Salvador, on parle du Bitcoin. Et en fait, quand on se rend compte qu'il n'y a que moins de 2% de la population qui possède ça, ça m'a un peu étonné. Donc, en fait, il n'y a pas du tout d'adoption, mais c'est pas exactement ce que j'entends, donc je sais pas, j'attends plus de retours sur le sujet, mais pour moi ça serait un échec si après tout le buzz qui a été fait autour du Bitcoin au Salvador, il y a à peine moins de 2% de la population qui possède des cryptos et donc du Bitcoin. Je sais qu'en France, les dernières estimations, c'était 8 à 10% de la population qui avait des crypto-monnaies, donc beaucoup plus que le Salvador, donc vraiment très très étonnant.
Ensuite, un tweet que j'ai trouvé très intéressant sur le fait que l'IA en fait, ça a, on en parle beaucoup dernièrement, et il y a beaucoup de régulations qui commencent à apparaître autour de l'intelligence artificielle. Et jusqu'à maintenant, je vous disais, je vois pas trop d'intérêt à l'IA et en même temps la blockchain. Il n'y avait pas non plus de choses pour moi qui montraient qu'il allait avoir vraiment un intérêt prononcé pour ce sujet et surtout que ça allait servir. Et en fait, petit à petit, il y a eu ce tweet, on va voir la traduction proposée par Google. La principale raison pour laquelle les acteurs décentralisés gagneront à long terme est que les acteurs centralisés auront une IA trop contrainte par peur d'être annulée, enfin d'être cancel, c'est plus par peur d'avoir des problèmes liés à une IA qui dit des choses vraiment trop crues ou trop vraies ou qui posent problème ou qui sont pas politiquement correctes. Parce qu'on voit de plus en plus d'intelligence artificielle telles que ChatGPT qui deviennent de plus en plus bêtes, entre guillemets, petit à petit, en supprimant certaines réponses, en ne pouvant pas dire certaines choses. Pour être politiquement correct et pour ne pas avoir de problème avec diverses entités. En fait, c'est là la force de la décentralisation pour l'IA, c'est que si on a une IA qui arrive à être suffisamment robuste et qu'on ne peut pas censurer, qui ne sera pas, dont les capacités ne seront pas réduites petit à petit par plusieurs demandes de justice ou autres, là ça pourrait être puissant, là ça pourrait avoir un intérêt, et là on pourrait avoir une IA décentralisée qui serait vraiment bien. Et là il y a plusieurs projets différents qui travaillent sur ce type de choses. Pour moi, on en est encore très très loin, on n'est pas encore du tout arrivé à quelque chose de solide, qui est comparable à la puissance de tous les meilleurs modèles d'IA tels que ce qui se fait chez OpenAI, ce qui se fait chez Anthropic, etc. On n'en est pas du tout encore là d'un point de vue IA, ça commence à peine, et d'un point de vue décentralisé plutôt, donc j'attends de voir et j'espère qu'il y aura un acteur qui va vraiment bien faire les choses, qui sera robuste, qui aura vraiment un intérêt, qui ne sera pas juste là essayer de faire pump leurs tokens, mais ça sera vraiment utile et que ça sera utilisé, que les gens voudront utiliser cette IA plutôt que d'utiliser une IA de ChatGPT ou de Google qui sera beaucoup plus limitée. D'ailleurs, la Commission européenne vient de se mettre d'accord sur un deal, sur un accord autour de la régulation de l'IA en Europe. Et ça, pour moi, c'est encore des choses qui vont poser problème. Il y aura de plus en plus de régulation sur l'IA, ça va mettre un certain nombre de limites, ça va limiter le développement d'un certain nombre de technologies, il y aura de moins en moins de startups pour moi qui vont être en Europe basées autour de l'IA, et ça va encore une fois limiter la puissance des modèles dans certains cas. Moi, ça m'inquiète de voir une régulation autour de l'aspect logiciel. Jusqu'à maintenant, le monde logiciel a été assez libre de toute régulation. N'importe qui pouvait venir développer, publier ce type de choses. Là, on commence à catégoriser une partie du monde logiciel qui doit être régulée. Et ça m'inquiète. C'est bizarre, honnêtement, surtout que petit à petit, l'IA va faire son apparition dans plein de services différents. Du coup, qu'est-ce qui est IA, qu'est-ce qui n'est pas IA? Est-ce que Photoshop, le fait d'avoir un modèle puissant qui permet de faire de la complétion d'images ou autre, c'est de l'IA? Enfin, ça va complexifier les choses et je trouve vraiment ça pas bien du tout. Et c'est là où on peut voir que l'IA décentralisée commence à faire beaucoup de sens pour ne pas subir la pression des régulateurs. Ensuite, je voulais revenir sur les NFT. Ça faisait un moment que j'avais pas parlé, mais j'ai vu une annonce pour moi qui je trouve très intéressante, qui permet de replonger dans un projet NFT dont on n'a pas parlé depuis très longtemps. C'est les Pudgy Penguins. Les Pudgy Penguins, regardez, si on classe sur CryptoSlam avec la market cap des NFT, ils sont à la 3e place, derrière les CryptoPunks et les Bored Ape Yacht Club, avec un floor price, donc un prix plancher, le prix le moins cher pour acheter un NFT Pudgy Penguins, à 12 Ethers. Pudgy Penguins, c'est ces pingouins tout mignons qui ont fait pas mal de buzz il y a quelques temps. La collection se portait très mal, et là ils viennent d'annoncer qu'ils allaient lancer un métaverse, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Ils parlent d'expérience blockchain, ils ont fait une jolie vidéo, c'est pas des images tirées du monde métaverse, mais ils ont aussi publié à quoi ça va ressembler le jeu. Et en fait c'est tout mignon, encore une fois, ça, à l'image de ces pingouins, voilà, on pourra diriger son pingouin, ça sera complètement multijoueur, etc. Ils veulent pour moi venir dépasser, arriver en premier avant Otherside, le métaverse plutôt de Yuga Labs. Ils sont en train d'essayer de les concurrencer tout simplement. Et regardez Pudgy Penguins, ce qui est intéressant, c'est que là le cours a atteint 12 Ethers, c'est une montée parabolique là depuis quelques semaines, mais ça remonte à un certain temps. Il faut savoir que la collection a été rachetée en avril. Et ça, c'était du avril 2022, la collection NFT était à peine à 1 Ether à peu près, et elle a été rachetée par des investisseurs qui ont voulu relancer le projet en développant plein de choses, et ça leur a complètement réussi.
Ils ont fait quasiment un x10 en lançant plein de choses. Ils ont lancé des collections, des jouets sur Amazon, des jouets sur les Walmart, donc la grosse chaîne de supermarchés, d'hypermarchés aux États-Unis. Et depuis, ça marche bien, les gens répondent bien à tout ça, et c'est assez fort qu'en plein bear market, alors que la plupart des NFT ont baissé, Pudgy Penguins a vraiment beaucoup augmenté. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette collection. Après, c'est quoi le potentiel? J'en sais rien, moi je suis pas du tout un spécialiste des NFT, ça fait un moment que j'ai pas investi sur les NFT, mais j'essaie de suivre un peu toujours ce qui se passe parce qu'il y a plein de développements intéressants et ça pourrait avoir un lien au final avec, il y aura des cryptos, ils vont sûrement par exemple lancer un jour leur token et ça pourrait impacter pas mal de choses. Et d'ailleurs le jeu en question, Pudgy Penguins, ils veulent le lancer sur la blockchain ZK Sync Era, donc la solution niveau 2 sur Ethereum. Donc on commence à voir le lien encore une fois entre NFT, crypto, tout ça au final c'est lié. Si ce jeu marche, ça va participer au fonctionnement de ZK Sync Era et leur token prochain, et au final c'est bien pour la blockchain Ethereum parce que tout ça c'est basé sur Ethereum. Et si j'avais une prédiction, moi ce que j'ai envie de prédire sur Pudgy Penguins et les NFT, c'est que je pense qu'au final, Yuga Labs aurait intérêt à racheter Pudgy Penguins. Ils ont déjà racheté pas mal de projets tels que les CryptoPunks, et ça aurait du sens en fait qu'ils achètent cette collection qui est en train de monter, qui est en train de développer son propre métaverse. Ça m'étonnerait pas que ça arrive. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.